Parce qu'il y a beaucoup de surprises hein, aujourd'hui. Ah bon? Ah là là, il y a une grosse surprise qui vous attend là. Mais, ouais, que ce fauteuil est vide. Oui, j'ai vu Ça, un fauteuil vide. ça veut dire qu'il y a une personne qui va s'asseoir là dans quelques... Oh là. Dans peut-être pas 30 minutes comme ça. C'est incroyable. Respirez bien. Ouais. Bon, alors, Madame Guillet, on va continuer avec les questions. Pourquoi avez-vous choisi de défendre le président de la République, Paul Biya, et son épouse? Déjà, présidentiel, ouais. J'ai décidé de défendre le président de la République par rapport à son plan politique, par rapport à ce qu'il a déjà fait, par rapport à ce qu'il a, il a été avant d'être président, et ce qu'il fait jusqu'à aujourd'hui, au bout de 40 ans. Et nous avons eu raison de le... Nous qui défendons le président de la République, moi qui défends le président de la République, 40 ans après, je me rends compte que je ne me suis pas trompée. Oui, je ne me suis pas trompée. Et je suis prête pour 2025, bien sûr. Et son épouse? Madame Chantal Biya, c'est une femme qui a révélé son côté naturel. Grâce à Madame Chantal Biya, les femmes ne vieillissent plus à 50 ans. Grâce à Madame Chantal Biya, avant, je vais prendre des petits exemples, mais qui sont des choses qui ont fait renaître les femmes pour la seconde fois. Par exemple, les mèches. Les femmes ne mettaient pas les mèches de couleur. Quand tu étais une femme mariée, quand tu étais une femme responsable, tu devais mettre les mèches noires, même si elles aimaient les mèches de couleur. Les femmes ne mettaient pas les ongles. Quand tu étais mariée, les ongles, c'était pour les femmes. Et pourtant, elles aimaient. Madame Chantal Biya a apporté, a libéralisé l'esprit féminin. Madame Chantal Biya a gardé son côté naturel. Et pourtant, c'est une personne qui a quand même des personnes qui l'entourent et qui lui disent ce qu'elle a fait, mais elle est restée authentique. Et ce côté authentique a fait que les femmes ont commencé à la suivre. Les femmes aujourd'hui sont beaucoup plus émancipées positivement. Vous comprenez? Elle n'a pas changé sa façon de faire, sa façon de rire, sa façon d'être avec tout le monde, sa façon de ne même pas écouter parfois le protocole. C'est une personne naturelle et ça a captivé les femmes camerounaises. Bon, nous allons revenir sur le président de la République. Quelles sont, selon vous, les principales réalisations qui justifient votre engagement avec lui? Parce que vous dites bien qu'il est là depuis 42 ans. Voilà, les réalisations, peut-être, comme peut-être, je sais pas, construire des routes, créer des infrastructures au Cameroun, un peu tout ça. Voilà, quand on parle des réalisations du président de la République, j'espère que vous avez l'état du Cameroun quand le président Biya arrive au pouvoir. Parce que c'est par rapport à ça qu'on voit ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Déjà, quand le président de la République, son Excellence, M. Paul Biya, arrive au Cameroun, le Cameroun est endetté sur plus de 50 ans. Sur plus de 50 ans. Alors, quand il découvre le pouvoir qui lui avait été donné, à un moment, il s'est posé la question s'il fallait rester ou partir. Partir voulait dire qu'il n'était pas un homme. C'est là où il a retroussé les manches. Il a d'abord demandé aux Camerounais, parce que la seule chose qui n'était pas hypothéquée au Cameroun, c'était la terre. Quand le président Biya monte au pouvoir, les Camerounais vont au travail de 8h à midi et de 15h à 17h. Il a dit, on fait journée continue. Comme ça, les gens finissent à 15h et chacun a le temps de faire un petit champ. Alors, ça a commencé par là. Après, ça ne pouvait pas résoudre le problème. Je vous dis, le Cameroun était endetté sur plus de 50 ans. C'est là où le président Biya a décidé de... Il y a eu division des salaires. Les gens qui partaient de 400 000, qui se retrouvaient à 200 000, 150 000. Et il fallait se rabattre au champ. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui beaucoup de fonctionnaires ont des plantations. Ça, c'était l'initiative du président Biya, parce qu'il fallait trouver des solutions à l'intérieur du Cameroun et non s'endetter. Mais sinon, le président Biya avait l'opportunité de se réendetter aussi
pour pouvoir être le bon président, c'est-à-dire venir s'endetter encore sur 50-100 ans. Ça, il avait le droit parce qu'on ne refuse pas de donner du crédit aux pays africains. Tout au contraire, c'est ce qu'ils veulent. Alors, il s'est dit, c'est mieux que je me sacrifie, que je sacrifie mon peuple, on paye les dettes que j'ai trouvées et ensuite, on est libre et on engage l'économie nouvelle. Et pour cela, il fallait que ça devait prendre du temps. Voilà pourquoi j'ai dit il faut connaître d'abord dans quelles conditions le président Biya a trouvé le Cameroun avant de parler des réalisations. Alors, moi, je comprends, et puis c'est ce que beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'historique, ils se disent, voilà, en Côte d'Ivoire, il y a les ponts. S'endetter, faire un pont sur endettement sur 20 ans pour que toi, la petite fille qui va à l'école, paye, grandisse et qu'elle paye ses dettes. Donc ça veut dire que le Cameroun n'a pas de dette alors? Le Cameroun est sorti de l'auberge en 2018. Ah, d'accord. En 2018. Voilà pourquoi les biaïstes ont estimé que c'était dommage que le président Biya ne se présente pas, au moins pour voir le Cameroun, comment fonctionne le Cameroun libre. Le Cameroun a eu sa liberté en 2018. Wow. Après 42 ans. Après plus de 50 ans de dettes, paiement des dettes. Tout était hypothéqué au Cameroun. Mais ce que le président Biya n'a pas hypothéqué, c'était les ressources. Non, le Cameroun est riche en ressources. En ressources, et il n'a pas utilisé. Le président Biya pouvait arriver, trouver que le fait que le Cameroun soit endetté, qu'il commence à exploiter les mines. Il a dit non, ça c'est pour les enfants des innocents. Nous, on était déjà la génération sacrifiée. Il a dit on attend. Il a fait faire des recherches en 2000, je pense que c'était 2000, à partir de 2016-2017. C'est là où on découvre toutes les richesses jusqu'à nos jours qui ne sont pas exploitées. C'était exprès. Contrairement à ce qu'on dit, le Cameroun n'est pas un pays pauvre alors. Mais non, le Cameroun est, je peux dire, le seul pays africain aujourd'hui qui a encore ses ressources nettes. Et pourquoi le taux de chômage est élevé? Ben justement parce qu'on est en train de sortir de l'auberge. Par exemple, vous avez le président de la République parle tout le temps à tous ses discours, il a parlé de les premières exploitations qui se mettent, le fer de Mbalam, aujourd'hui qui est en train de se mettre en place avec plus de 25 000 emplois qui seront créés. Et ça, c'est valable pour toutes les recherches qui sont en train de se mettre en place. C'est comme ça qu'on va résoudre le problème du chômage. Okay. Donc d'ici 5 ans ou dans 5 ans, ça ne sera plus la même chose. Il n'y aura plus de chômage au Cameroun. Ça ne sera plus la même chose. J'espère qu'ils vont nous libérer des bensikinais parce qu'il y en a trop. Libérer des bensikinais. Parce que les bensikinais, la plupart, c'est ceux qui ont fait des longues études parce que vous allez trouver les bensikinais qui ont le doctorat et qui ont des grands diplômes, mais par manque de boulot, ils sont obligés de se rabattre dans le bensikin pour nourrir leur famille. Et justement, c'est parce qu'ils choisissent être bensikinais. Ils peuvent faire autre chose. Ils choisissent être bensikinais, ils peuvent faire autre chose. Ce n'est pas parce que tu as le doctorat. Et effectivement, le système camerounais, c'est le même système que nous avons en France aujourd'hui. Vous vous rappelez quand on allait à l'école au Cameroun, quand tu allais au lycée technique, c'est que tu étais un raté. Quand tu ne pouvais pas aller au lycée général, on t'envoyait au lycée technique, au collège technique, c'est que tu étais quelqu'un qui avait loupé ta vie. Mais ce n'est pas ça. Quand on regarde par exemple le système suisse, c'est pourquoi il n'y a pas de chômage en Suisse et pourquoi il y a le chômage en France. Tout simplement parce qu'on les oriente à l'école primaire. Il y a des mécaniciens, il y a des maçons, il y a tous ces métiers. Mais au Cameroun, c'est les sous métiers. Et pourtant, non. Alors, quand tu as le doctorat, forcément, tu as été à l'université, tu as bac plus 5, forcément, tu as envie d'être préfet. Tout le monde ne peut pas être préfet. Tu peux avoir ton doctorat en mécanique, par exemple. Tu peux avoir ton doctorat, je ne sais pas, en maçonnerie. Et tu ouvres ton entreprise. C'est ça qui a été ce système qui est le même système en France que nous condamnons aujourd'hui.
Ok, Madame Guillaume, on va passer à la prochaine question. Vous êtes une figure visible du mouvement des patriotes. Est-ce un engagement sincère ou était-il motivé par des opportunités personnelles? Ça veut dire, Honnêtement, Tata Lolo, quand je m'engage politiquement vraiment sur les réseaux sociaux, c'était suite à la levée de la basse. Et là où ça m'a conduit, ce n'était pas quelque chose que j'avais préparé. Je suis quelqu'un qui ne lâche pas. c'est Voilà. venu comme ça Et naturellement. naturellement, parce que je connaissais quand même un peu la politique du président Biya et ce qui se disait, ce qui les motivait à casser les ambassades, à faire tout ce qu'il faisait. Il fallait absolument qu'il y ait une communication parce que certains aujourd'hui ne savent vraiment pas pourquoi ils ont agi comme ça. Ils ont agi comme ça parce qu'on dit que le président Biya n'a pas été voté, le président Biya ne fait rien, le président Biya n'a rien foutu depuis 40 ans. Il n'y a personne pour leur dire, mais ce que vous dites, voilà comment ça s'est passé. Et pour moi, je me suis prise comme, un peu comme un porte-parole. Voilà. Donc, il n'y avait pas de calcul derrière. C'était un truc naturel. Quand vous connaissez comment fonctionne la politique du renouveau, vous ne pouvez pas vous lever, mettre votre vie comme nous l'avons mise, et, parce que vous calculez quelque chose. En tout cas, moi personnellement, peut-être certains calculaient, mais moi personnellement, c'était par conviction, parce que voilà, je connaissais la vérité, et voilà, mais pas de calcul en tout cas. Bon, certains critiques disent que les patriotes sont des Camerounais ayant échoué en Europe et qui soutiennent le régime pour obtenir des faveurs. Que répondez-vous à cela? Bon, nous avons, ça c'est vrai que nous n'avons pas, les Camerounais, les patriotes ont échoué, c'est ce qu'ils disent. Vu que la plupart de ceux qui soutiennent le gouvernement en diaspora sont des patriotes qui ont échoué en Oui, Europe. en Donc Europe. en Europe, ils n'ont pas de vie, quoi. Ils n'ont pas de boulot, ils n'ont rien. Alors ils se sont rabattus dans le combat de genre ils soutiennent le gouvernement pour avoir des faveurs au Cameroun, pour avoir des enveloppes, des trucs comme ça. Déjà, premièrement, je vais parler de Pour moi. recevoir des enveloppes. Je vais parler de moi. J'ai beaucoup dépensé dans le patriotisme. Tata Lolo, j'ai énormément financé le patriotisme, mais je n'ai jamais rencontré un ministre par rapport à ça. Je n'ai jamais été contacté par qui que ce soit au téléphone qui m'appelle, qui me dit Madame Chapuis, c'est bien ce que vous faites. Vous comprenez? J'ai jamais eu un téléphone. Donc maintenant, si les gens peuvent rêver, il n'est pas interdit de rêver. Mais le rêve finit toujours mal parce qu'ils se rendent compte que le patriotisme, ce n'est pas un travail. Donc le patriotisme n'est pas un travail. Ce n'est pas un travail. Mais vous étiez, Madame Guillet Chapuis, il y a les téléspectateurs qui vous regardent. Nous avons quand même suivi votre mouvement, hein, votre mouvement des gars de la base. Il y avait beaucoup de noms que je ne vais pas citer aujourd'hui. Vous étiez nombreux, hein, vous voyez. Parfois sur le terrain, il y a même eu des marches. Mais vous êtes net avec ce groupe aujourd'hui parce qu'on n'entend plus parler que de vous. Il n'y a plus, je sais plus, je crois, Edgar Minaspo, Amer Kamer. Tout ce monde-là, on entend plutôt parler. Il n'y a que de vous qu'on parle dans les réseaux sociaux, la baie de la République. Où sont passées toutes ces personnes-là? Les patriotes, vous savez, c'est déjà c'est quelque chose qui est volontaire, vous comprenez. Et puis, la politique existe quand il y a des échéances politiques. On était en 2018, vous avez entendu parler des patriotes. Sûrement en 2025, vous allez entendre parler des patriotes. Parce que c'est des moments où on a besoin des patriotes. C'est volontaire un peu le patriotisme. Non, nous avons quand même vu des patriotes qui sont partis d'ici pour le Cameroun, Oui. croyant obtenir quelque chose du gouvernement. Mais aujourd'hui, ils se retrouvent au désert. Il y en a qui sont partis, ils ont, comment on dit, ils ont ouvert des sociétés au Cameroun, mais qui n'a jamais marché. Il y en a qui sont partis, qui sont retournés en France et...
Tata Lolo, il y Pourquoi a tous pas... ces retournements des personnes? Il y a même certains qui sont contre le gouvernement aujourd'hui. Hein. Justement, il n'y a pas que les patriotes qui sont allés au Cameroun ouvrir des sociétés qui n'ont pas marché. Il n'y a pas que les patriotes. Mais la Bon, plupart. bon, On va voir le cas de Billy et Billy Akele. Billy Akele est arrivé au Cameroun. On ne sait pas pourquoi. C'est pas... Mais le problème, c'est qu'il faut connaître. Mais il avait des promesses. Qui lui a fait des promesses? D'après ce qu'il a dit. Eh bien voilà, c'est toujours ça. Qui a fait des promesses à Billy? On lui fait des promesses. Pourquoi? Parce qu'il défend la République. C'est son pays. Moi, j'ai défendu la République parce que j'aime le Cameroun. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui ce que j'ai perdu dans ce pays. J'ai dit bien en travaillant avec l'État, j'ai énormément perdu. Mais l'amour du Cameroun est au-dessus de moi. Alors, si Billy Akele, par exemple, est allé au